On, on va pouvoir commencer. C'est l'heure. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle reprise des BBL. On accueille aujourd'hui David Lézé. Merci d'être venu, c'est très sympa. Qui vient de Biomérieux et qui va nous faire une présentation sur les mécanismes du cerveau qui fait qu'on a du mal à finir une tâche, j'ai l'impression. À toi, David. Merci. Je vais prendre celui-là. Merci pour l'invitation, c'est cool. Et effectivement, je vais vous faire un talk en deux parties. C'est même deux talks. Le premier, c'est ce qu'on appelle un lightning talk, donc un talk de 15-20 minutes, qui s'appelle J'ai presque fini, et on va regarder pourquoi notre cerveau nous joue parfois des tours. Et puis, quand Fabrice et Vincent m'ont invité, ils m'ont dit bah ouais, mais le format, nous, c'est plutôt 40-45 minutes. Est-ce que tu n'aurais pas autre chose à nous raconter? J'ai fait du coup une version longue de ce talk où je vais vous expliquer pourquoi ça peut nous poser problème aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bref, un peu une mise en pratique, un petit Rex sur la même thématique. En très peu de temps, effectivement, moi je suis David Lézé, je suis product owner dans une boîte qui s'appelle Biomérieux. Non, Biomérieux, c'est français. C'est une dynastie ce truc, c'est des Lyonnais. Chez Biomérieux, on fait plein de trucs, mais dans mon équipe, on développe une plateforme cloud, c'est du SaaS, à la croisée des chemins entre la microbiologie, la bioinformatique, la data science et le software, pour faire en sorte d'éviter que vous mangiez des petites salmonelles ou des petites listeria. Si vous regardez un peu l'actualité, je vous déconseille les buitoni au Kinder. C'est pas cool. Nous, on essaye de faire en sorte, que les produits qui sortent des industriels soient exempts de ces petites choses très très petites mais très très vilaines. Et puis que si jamais ça sort, on va aider les organismes de santé publique à traquer tout ça et faire en sorte de gérer comme il faut les épidémies. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler séquençage de génome, même si c'est passionnant, parce qu'il faut absolument que je vous parle de Michel. Michel, c'est un développeur, et tout le monde le trouve cool. Il fait à peu près l'unanimité sur ce point. C'est agréable de bosser avec Michel. Par contre, c'est pas le développeur le plus efficace de l'équipe. Il est pas mauvais, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste, c'est pas une machine de guerre. Et il y a un truc que Michel dit systématiquement à chaque daily meeting. J'ai presque fini. Alors il a des variantes, Michel, hein, sa préférée étant plus que les tests, promis, je vous mets à disposition l'API, ça part dans 1 heure. Personne n'y croit. Pourquoi? Parce que ça fait 4 jours qu'il dit ça. Et que ça fait 20 fois qu'il dit ça sur 20 US différentes. Donc on l'aime beaucoup, Michel, on va pas le clasher sur la place publique, mais juste on sourit gentiment et on n'y croit pas du tout. Peut-être cette situation évoque des choses familières à des gens ici, pas dans votre équipe actuelle, hein, bien sûr, dans une autre, dans une vie passée. Et une question légitime peut se poser. En quoi c'est mon problème? Non, parce que moi, je dépile. Moi, je suis une machine. Mes tâches, moi, personne n'attend. Pourquoi est-ce que j'irais aider Michel? Il y a 3 raisons. La première, c'est si j'attends le boulot de Michel, imaginez, je suis un dev front, avec des crayons de couleur, tout ça, et j'attends une API. Michel, il me dit ça arrive. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un café. 2e café, 3e café, 10e café, ma pression artérielle crève le plafond, et je commence à être sévèrement gonflé. Bon. Je fais ce que tout le monde fait. Je prends mon boulot, je le mets de côté, sur étagère, et puis je commence autre chose. Parce que ça me saoule. Puis le jour où Michel finira son truc, on verra pour finir ma tâche. Bon, déjà, on voit apparaître qu'il y a quelques tensions pas cool. Et le fait est que dans les produits complexes qu'on développe, c'est assez rare que vous puissiez faire votre truc tout seul dans votre coin en silo.
Et les fronts vont avoir besoin des bacs, inversement, vous allez avoir besoin de la personne qui a la compétence fonctionnelle que vous n'avez pas, etc., etc., etc. Donc quand on attend perpétuellement quelqu'un, ça saoule et ça crée des tensions dans l'équipe. Le deuxième point, c'est si je passe ma vie à mettre de côté ce que je fais parce que j'attends Michel, on se retrouve avec tout plein de trucs commencés et rien de fini. Ce qui, pour un product owner, est juste insupportable. Parce qu'on a quoi on a plein de trucs en cours qu'on ne peut pas livrer. Je rappelle qu'à ce stade-là, on n'a que des coûts et aucune valeur créée. Et plus ça va, plus on a des trucs en cours et il n'y a toujours rien qui sort. C'est une situation fréquente, juste moi je déteste. Et enfin, si personne ne fait rien pour aider ce pauvre Michel, ça va pas s'améliorer tout seul en fait. On va juste continuer ce cercle vicieux encore et encore, augmenter les tensions et augmenter le whip. Donc il y a bien un moment, il va falloir l'aider. Moi aujourd'hui, je voudrais venir à la défense de Michel. Parce que son propre cerveau, cet outil incroyable, qui nous sert à résoudre des problèmes d'une complexité sans fin, joue aussi contre lui. Et je vais vous parler de 2 petits biais cognitifs qui font qu'il risque encore de vous dire « j'ai presque fini ». Le premier, c'est ce qu'on appelle l'excès de confiance en soi. Et ce biais, il nous explique que les personnes ont une confiance en leur jugement largement supérieure à la probabilité statistique établie. Ok, cette phrase est compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous promenez dans votre bâtiment et que vous allez voir par exemple des équipes de dev et vous interrogez les gens et que vous leur demandez est-ce que tu penses être un dev plutôt supérieur à la moyenne ou plutôt inférieur à la moyenne ? Vous allez avoir à peu près 70-80% des gens qui vont me répondre non, plutôt supérieur quand même. Je suis une bille en maths, mais il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle une médiane qui tendrait à penser qu'on devrait avoir 50% des gens au-dessus et 50% des gens en dessous. C'est pas ça les résultats qu'on obtient. Moi, j'ai réglé ce problème en intégrant une équipe où les 3/4 des gens ont un doctorat en astrophysique. Maintenant, je suis bien en dessous, il n'y a pas de problème. Je l'ai toujours été pour certains, mais c'est pas sympa. Le fait est que ce biais-là, il crée un truc pas drôle. Il crée le fait que quand Michel, le matin, il vous dit « j'ai presque fini », il le croit vraiment. Il n'est pas en train de mentir. Son cerveau lui fait croire qu'il a presque fini. Pour lui, c'est bon, ça sort. Alors que si on mesurait factuellement, 80% du temps où il dit ça, c'est pas fini le soir. Mais lui, il est sincère. Il n'est pas en train de vous raconter n'importe quoi. Alors comment on l'aide ? Je vous propose 2 questions pour essayer de sortir Michel de sa zone de confiance. La première, pour la blague, c'est est-ce que tu es prêt à parier l'addition des 3 prochains restos d'équipe là-dessus ? Normalement, Michel il se met à compter. Ok, on est 7 à 30 balles. La vache. Le but, c'est pas de ruiner Michel. Le but, c'est, par une question drôle, de réussir à le faire douter, si doute il y a. La deuxième question que j'adore et que j'ai piqué à mon copain Timothée, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à hier qui te permet d'être sûr que tu auras fini aujourd'hui ? Je l'aime beaucoup celle-là. Parce qu'il y a des bonnes réponses à ça. On peut avoir résolu un bug. On peut avoir obtenu l'info du métier qu'on attendait depuis 4 jours. On peut avoir trouvé l'algo parfait sur Stack Overflow pour faire le dev. Bref, il y a des très bonnes réponses qui permettent de dire « ouais, j'aurais fini ce soir ». Mais s'il n'y en a pas, si en fait on est toujours au même point et que ça fait 4 jours qu'on boucle, il y a de grandes chances que ce soit pareil ce soir en fait. Et si on arrive à instaurer le doute dans l'esprit de Michel et qui dit « ouais, non, en fait, je suis pas sûr », c'est une bonne opportunité pour basculer sur une petite session de pair programming, mob programming, bref, mettre plus de cerveau avec Michel
plutôt que de le laisser tout seul dans son coin et de commencer autre chose et de faire grimper le whip. Le deuxième biais cognitif qui pourrit la vie de notre ami Michel, c'est l'escalade de l'engagement. Et la meilleure façon d'expliquer ce biais, c'est de vous imaginer à un arrêt de bus. Le bus doit passer dans 5 minutes. Vous en avez pour un quart d'heure à rentrer chez vous à pied. 20 minutes après, le bus n'est pas là. Combien de temps vous allez attendre ? En fait, plus vous allez attendre, plus ça va être balèze d'arrêter d'attendre. Et on peut se retrouver dans une situation complètement débile où on reste 1 heure à attendre le bus alors que ça fait bien longtemps qu'on serait chez nous à pied. Oui, j'ai déjà fait. Ça suffit. Le fait est que plus on va investir de temps dans cette attente, plus ça va être dur. Ce biais-là, il est proche d'un autre biais qu'on connaît bien aussi qui s'appelle les coûts irrécupérables. Mais l'escalade de l'engagement ramené au milieu du développement logiciel, c'est un développeur qui part sur une mauvaise conception dès le début. Ça arrive. On est des humains, on se plante. Le truc, c'est que il va s'enfoncer encore et encore et encore et encore. Ajouter au passage une tonne de complexité accidentelle sur la base de code source. Et au moment où lui, il en est rendu, c'est super dur de se sortir de là. Ajoutez à ça, si vous chiffrez encore, et que ça fait 3 jours qu'il est sur sa tâche qui a été chiffrée à 2 jours, bon là, c'est mort. Là, pour avoir la capacité de se sortir du truc et de dire non, ok, faut repartir comme il faut, pour lui, c'est quasi infaisable. Du coup, comment on l'aide ? En premier lieu, on essaye de déceler ça le plus tôt possible. Si vous trouvez ça là, au moment de la relecture de code, au moment de la pull request, c'est hyper décevant. C'est hyper décevant pour le mec qui relit et qui pensait qu'on allait pouvoir finir le truc, ajouter la valeur au produit et livrer, alors qu'en fait, il faut tout refaire. Et c'est hyper décevant pour le développeur à qui on dit désolé, mais en fait, ce que tu as fait, c'est pas bon. On va jeter, on va refaire. Si vous avez des personnes qui ont souvent tendance à faire ça, ce serait pas mal d'envisager de faire de la conception en binôme, par exemple. Moi, je vois pas mal d'équipes où des juniors zappent complètement cette phase de conception logicielle, se précipitent sur un IDE et écrivent des lignes de code. Alors attention, sur un malentendu, des fois ça tombe en marche. C'est déjà arrivé. Et je vois aussi des seniors qui prennent pas forcément ce rôle de mentoring parce qu'ils sont tranquilles à faire leurs tâches dans leur coin et que s'occuper du junior, des fois, c'est chiant. Le truc, c'est que ça nous rattrape, quoi. Au moment où on va relire le code, on va bien s'en apercevoir que c'était mauvais comme conception. Donc j'aimerais bien que ce soit fait plus tôt avant. La première fois que j'ai donné ce talk, un collègue dans la salle m'a dit on est un peu tous des Michel. En fait, il a dit je suis Michel. Et quelqu'un d'autre a dit je suis Michel. Et je résume, effectivement, on est tous Michel. Mais pourquoi ? Parce que nos cerveaux, ils sont câblés comme ça, en fait. C'est pas une histoire de toi t'es mauvais, toi t'es bon, quoi que ce soit. Non. On a ces biais qui nous pourrissent la vie et il faut essayer d'aller aider les gens avec ça. Un exemple, pas du tout IT, dans lequel moi je me fais avoir absolument tout le temps, c'est le bricolage. Généralement, ça se passe comme ça chez moi. Je commence un truc et je dis t'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Là, je suis un poil dans l'excès de confiance. Dans 2 heures, c'est fait. Et puis, 3-4 heures après, généralement, ma femme, moi, t'inquiète, 5 minutes et je vous rejoins à table. Escalade de l'engagement, à mort, parce que j'ai envie de finir le truc quand même. Puis il reste 3 vis, ça va. Ouais, manque de bol, j'arrive pas à les mettre. Bref, le truc, c'est que déceler ces biais sur soi, c'est super dur.
c'est vachement plus facile à faire sur les autres. Sauf que, pour le faire sur les autres, vous avez besoin d'une équipe où la collaboration, c'est pas juste un mot. En gros, un truc un peu mieux que ça. C'est faux, c'est une vraie équipe dans laquelle j'ai été, elle était incroyable. Faut pas croire tout ce que vous voyez sur les images. Le fait est que vous avez besoin d'une équipe où c'est OK de dire « Non, Michel, t'as pas presque fini. Ça fait une semaine que tu galères sur le truc et si on t'aide pas, vendredi, on y est encore. » Vous avez besoin d'une équipe où on peut dire ça sans que Michel il aille bouder dans son coin pendant 15 jours. Parce que c'est chiant. C'est chiant de prendre 10 000 pincettes tellement qu'à la fin, Michel il a même pas compris. Moi, ça me saoule. J'aime bien pouvoir dire les choses. Et il y a un point hyper important, qu'on parle de code ou d'autre chose. Là, je vais le mettre sur le code, mais vous pouvez le décliner sur tout ce que vous voulez. Le code de Michel, ce n'est pas Michel. Michel, je l'aime bien. Je vous l'ai dit au début, il est cool, j'adore bosser avec lui. Mais là, ce qu'il vient de faire, c'est nul. C'est comme ça, c'est nul. Ok, je lui en veux pas, je l'aime toujours. On va bouffer ensemble le midi. On va passer un super moment. Mais c'est nul. Et je dois pouvoir lui dire. Si je ne peux pas lui dire, j'ai pas ce qu'on appelle une sécurité psychologique élevée dans mon équipe. Le fait de pouvoir tout se dire. Et accessoirement, il y a une petite boîte qui s'appelle Google qui a fait une étude il y a quelques années, qui s'appelle le projet Aristote, qui a défini que ce truc est le critère numéro 1 des équipes performantes. Donc ça vaut le coup d'y investir un peu de son temps et de créer des équipes dans lesquelles on peut dire les choses. Si je résume rapidement, ce que j'avais envie de faire passer derrière cette première partie du talk, après on fera un track de 4 secondes pour que les gens puissent se barrer, si vous avez envie. La première chose, c'est mettez le système sous pression pour voir si oui ou non vous avez un souci de Michel. Parce que si vous autorisez un whip du futur, où tout le monde peut commencer des tâches, sans que ce soit un problème, vous ne le voyez peut-être pas que vous avez un problème de j'ai presque fini là. Donc commencez par mettre un peu de tension à votre système pour voir si oui ou non, dans votre équipe, ce truc-là, il existe. Une fois que c'est fait, augmentez vraiment votre niveau de collaboration. Quand je disais le fait de pouvoir tout se dire, c'est vraiment le fait de pouvoir tout se dire. Ça change tout. Et enfin, c'est dur à détecter les trucs sur soi. J'en ai fait un talk et je me fais encore avoir tous les jours. Donc, si vous voulez vraiment travailler là-dessus en équipe, essayez de le détecter chez les autres. C'est plus facile. Dans notre équipe, on a un petit mojo comme ça, mais si au daily meeting, on entend 2 jours de suite, j'ai presque fini sur le même US, ça allume les alarmes en fait. Alors on en rigole, on dit je fais de Michel, mais le fait est que maintenant on essaye de détecter ce truc-là. Et je vous assure, vous ne le détecterez pas sur vous. Par contre, vachement plus facile de voir que c'est un tel ou un tel qui rabâche j'ai presque fini sur la même chose. Ensemble, aidons tous les Michel du monde à finir leurs tâches. Notre monde sera plus beau. C'est la première partie de ce talk. Si vous voulez, on peut faire un petit échange là-dessus. Ce sera peut-être plus ou coupé. Enfin, vous me dites. Je peux enchaîner sans problème. Boire un coup et enchaîner. Si vous avez des questions aussi, je peux prendre. Je bois un coup d'abord. Ouais. Yes. Yes, yes. Attends. Hop là. Ceux-là, ils marchent aussi? Ah non? Ils marchent pas, ceux-là? Est-ce que ça marche, ça? Non? Est-ce que tu peux allumer? Je sais pas si on peut allumer ceux-là. Je vais me mettre ici, du coup. C'est cool. Ok, je vais me mettre ici. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de ce talk, j'ai presque fini de l'écrire. Non, en vrai, j'ai fini hier soir. Forcément. On est tous pareils, non? Mais je vais vous la faire quand même. Quand Vincent m'a proposé de venir, donc il m'a dit qu'il faudra une deuxième partie. Ok. Je me suis dit,
tiens, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'intéressant à ce talk? Et je me suis dit qu'il y a un Rex sur comment on essaye de s'occuper de ce problème-là ou comment il se produit dans notre équipe, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on l'a réglé? Quel résultat on voudrait obtenir en travaillant dessus? Et c'est ce que je vais vous proposer pendant les 20 prochaines minutes. Juste avant de poursuivre, l'équipe dont je vais vous parler, c'est une équipe produit. On est 17 personnes. Sur les 17, il y a 10 devs. Le reste, c'est des bio-infos, des data scientists, un manager, un ops et un PO, à savoir moi. Et voilà comment on travaille. Le premier truc, nos frameworks. Même si on emprunte pas mal de choses à Kanban, et je pense pour que ceux qui le connaissent bien, vous l'avez déjà un peu cerné. J'ai rien contre les frameworks, j'ai été Scrum Master, je suis un fervent défenseur de plein de choses de Scrum. La plupart du temps, je défends plutôt les frameworks, pas safe. Désolé, je sais, on est sur Orange. Mais lorsqu'on cherche à s'en abstraire des frameworks, l'idée, c'est qu'il faut avoir à peu près assimilé les principes qui sont sous-jacents. Un framework, c'est un guide bien utile. Donc, si vous voulez vous en abstraire, ce serait plutôt cool d'avoir capté le pourquoi on fait ces pratiques. Vous verrez après pourquoi c'est important. Deuxième point, no estimate. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi? Je vais quand même préciser un truc. J'ai une conviction personnelle. Le no estimate, ça marche si on fait du produit. Si vous faites du projet, ça n'a pas de sens. Un projet, c'est le développement spécifique d'un morceau d'un produit avec un scope donné sur un budget donné. Il y a un moment, vous m'expliquez comment vous ferez un budget si vous n'avez pas d'estimation. Donc, je suis un fervent défenseur du no estimate quand on fait du produit. Si je fais du produit, je vais aller résoudre des problèmes pour mes utilisateurs, aller chercher des cibles business et vérifier en mesurant que je les ai atteints. Si je fais rentrer suffisamment de CA grâce à mes nouvelles features, je suis OK. Mes mesures sont bonnes par rapport à ce qu'on a voulu faire. Je n'estime pas, je mesure. Ça marche quand on fait du produit. No show-off, pas de frime, pas de joueur perso. On joue en équipe pour l'équipe. Je ne sais pas qui a dit les gens brillants doivent éclairer les autres et pas les éblouir. J'aime bien la formule. Et c'est comme ça qu'on a envie de travailler. J'aurais pu rajouter no bullshit, mais ça faisait un peu trop un titre un peu trop putaclic. Et là, quand vous voyez ce slide, peut-être certains se disent « Mais ouais, c'est comme ça qu'il faut bosser. » Ils ont tout compris, eux. Et moi, de faire un super ego trip en mode « On est trop fort. On va vous expliquer la vie. » C'est indécent tellement on est fort. Comme vous êtes crédule. Vous croyez vraiment que ça marche direct? Vous croyez qu'on livre toutes les semaines de la valeur et que les gens s'arrêtent pour baiser le sol sur lequel on marche? Si seulement. Non, ça marche pas. Ça marche pas si facilement que ça. Ça, c'est notre whip. Ouais, pendant toute la première partie du talk, je vous ai expliqué que c'était le truc le plus important à prendre en compte et à mettre en place, et on n'est pas foutu capable de le respecter. Le mec est pas cohérent. Ouais. Sauf que, je vous ai dit, on est 10 devs dans l'équipe. J'ai un whip à 6. 6, tout, hein. US, dette technique, doc, bug, tout ce que vous voulez. Si c'est logué, c'est un ticket. Si c'est un ticket, ça prend une place dans le whip. La plupart du temps, on se vautre lamentablement. Bon, comme là. C'était la semaine dernière. Le truc, c'est que poser un whip inférieur au nombre de devs, c'est pas naturel. Hein. Les gens ont l'habitude, quand ils ont fini une user story, d'aller piocher celle d'après. Pas d'aller regarder s'ils peuvent aider un petit camarade à finir la sienne. Pas comme ça que ça marche. Dans les habitudes.
Et pourquoi on essaye quand même? Pourquoi on persiste? Pourquoi on se fait du mal? Et je vous l'ai dit, on est sur des sujets de bioinformatique. On séquence du génome et on essaie de faire de la prédiction. Nos US, ce n'est pas des listes et des formulaires. C'est un petit peu plus velu que ça. Et si j'ai 10 US en simultané, ça sort dans approximativement des plombes. Des grosses plombes. En gros, j'ai un lead time dégoûtant. Et on n'a pas envie de ça. C'est pas comme ça qu'on a envie de travailler. Alors oui, c'est compliqué, oui, on galère, ça n'empêche pas qu'on persiste. Pour optimiser l'efficacité globale d'un système, il faut accepter de réduire l'efficacité locale des sous-systèmes. La première fois que j'ai lu ce truc, j'ai fait « puis je l'ai relu, encore, et j'ai fait « mais ouais !» Bon, je ne l'ai pas inventé, hein, ce truc-là vient de la théorie des contraintes, et du lean management. C'est une évidence, et ce n'est pas du tout appliqué dans notre monde. On vit dans un monde où ce qui est mis en avant, c'est la vélocité, la sacro-sainte vélocité. Alors, au mieux, la vélocité d'équipe, au pire, la vélocité individuelle. Quand on en est rendu là, j'ai plus de mots. Le but à viser, c'est bien l'efficacité globale du système. Et chez nous, par exemple, l'efficacité globale de l'équipe produit. Le fait qu'un développeur back aille super vite ou qu'un bioinformaticien ait pondu un super algorithme, si tout ça, on n'a pas réussi à le mettre en musique, le livrer à un utilisateur qui en fait quelque chose, je suis content. Mais ça sert à rien. Ça veut dire que pour favoriser l'efficacité globale, en permanence, vous vous retrouvez à accepter, voire préconiser, de sous-optimiser des gens. Parce que nous, les sous-systèmes, c'est des gens hein, dans notre monde. Alors, ils ne font pas tous forcément la sieste, même si des fois, ça peut être plus efficace que s'ils se mettaient à travailler. Pour le système global, je parle, hein, pas pour eux. Mais ils ne sont pas en train de travailler à fond. Parlant de travailler à fond, ça, c'est la situation où tout le monde voudrait être. Chaque développeur de l'équipe à fond dans son domaine d'expertise. Et quand je dis tout le monde, je parle bien de tout le monde. Le chef de projet, qui voit là une incroyable optimisation de la productivité. Sur son Excel, c'est magique. Ça clignote tellement c'est beau. Mais également des devs qui ont envie d'être dans cette zone. Non mais, moi aussi je veux être là. J'adore être là. J'ai travaillé des années pour être performant là. Et quand je suis pas là, je suis énervé. Ça me saoule. J'ai envie d'y retourner. Alors quand je vous dis qu'il faut faire en sorte que des fois des gens ne soient pas là pour que le système en entier marche mieux, c'est dur à faire. C'est pas du tout naturel. Et si je suis un poil vulgaire, on fait chier des gens. Laissez-moi vous parler d'une petite entreprise, une petite PME qui a réussi à pas mal régler le problème. Dans les années 60, la NASA, ça faisait pas rêver. Ils étaient même plutôt mauvais. Moi, je savais pas. Mais le 21 novembre 60, Mercury Redstone 1 a décollé de 10 cm. Pas mal. Puis après, ça s'est reposé. Bon, ils ont quand même balancé la capsule de survie, quelques parachutes aussi. Enfin bref, c'est à peu près rien qui allait sur ce décollage. Et l'analyse post-lancement a révélé que l'intégralité des composants de la fusée marchait très bien. Par contre, les interfaces entre les composants, c'était pas ça du tout. Ça vous évoque pas un truc dans notre monde, ça? Quelqu'un a déjà entendu parler de la loi de Conway? Bref, je vais pas plus loin. Mais ce qui est drôle, c'est que en 63, alors que Kennedy avait déjà annoncé depuis plus d'1 an qu'ils allaient marcher sur la Lune et que la NASA était en PLS de savoir comment ils allaient résoudre ce truc,
Ils ont embauché un mec qui s'appelait George Muller et qui, lui, avait une vision diamétralement opposée. La NASA, à cette époque-là, c'était des silos partout, avec des ultra-experts spécialistes dans leurs silos, qu'on faisait bosser à donf sur leur spécialité, et une armée mexicaine de managers pour synchroniser tout ça. Rigolez pas. Muller, sa vision, c'était un immense cerveau interconnecté. Quand il est arrivé, il ne s'est pas fait que des copains. Mais, 5 ans après, il a mis le truc en place. Les spécialistes ont continué à travailler dans leur spécialité, mais ils avaient également la responsabilité de comprendre l'intégralité des tenants et des aboutissants du programme Apollo, on parle de ça évidemment, et de communiquer et de collaborer avec l'intégralité des gens de ce programme. Ça faisait quelques personnes quand même. Et 5 ans après, la NASA est passée d'un programme qui fout la honte aux USA au meilleur programme spatial au monde. C'est pas mal sur son CV au mec quand même. Dans mon équipe, comment le problème se manifeste ? Eh ben, j'ai le même problème qu'à la NASA et que vous avez certainement ici et qu'on a dans quasiment toutes les boîtes informatiques du moment, l'over-spécialisation. Attention, je suis issu de la tech, je comprends pourquoi on se spécialise. Il n'y a qu'à voir le nombre de frameworks JavaScript qui sortent par jour, pour tous les comprendre. Bref. Le fait est que chez nous, on a des spécialistes front, des spécialistes back, des gens qui font de l'ops, des gens qui font de la bioinfo, des gens qui font de la data science, etc., etc. Je vous ai dit, on est 17, ça fait plein de spécialistes. Le problème, c'est quand on a besoin de faire que du back. Qu'est-ce qu'ils font les autres ? YouTube ? Il y a des boîtes où ils font vraiment YouTube, hein, je vous jure. C'est fâcheux. Moi, j'aimerais que les fronts viennent faire du back. Bien sûr, ils seront moins bons. Bien sûr, ils iront plus lentement. Mais un développeur, avant tout, c'est une incroyable machine à apprendre. Si on revient sur la sécurité psychologique d'avant et qu'ils sont sûrs qu'ils ne seront pas jugés parce qu'ils ont « Ah, tu connais pas telle annotation Spring !» Ben non, c'est pas mon métier. Il y a peut-être moyen qu'ils viennent aider. On a aussi de très beaux bus factors. Sur les 17 personnes, il y a 2 personnes qui sont à l'aise sur une brique. C'est pas pratique. Et à chaque fois qu'on essaye d'étendre le nombre de personnes qui vont sur cette brique, on se casse les dents. On se casse les dents avec « Ah bah non, il faut que j'attende Michel. Tant qu'il ne sera pas là, on n'y arrivera pas. » Le problème, c'est que si Michel n'est pas là, encore une fois, notre whip, il explose. Et enfin, je ne sais pas si celui-là, vous l'avez, mais en agilité, on pose un truc, c'est vachement plus simple de bosser avec une équipe colocalisée. Je confirme. Parce que entre les gens qui sont sur une time zone à -3, -4, -6, qui du coup, quand ils ont fini leur journée, on commence la nôtre. En termes de synchronisation, c'est pas hyper pratique. Et les gens qui sont en part-time parce qu'ils donnent des formations, etc., etc. Chose que je trouve hyper enrichissant. J'en ai donné plein. Sauf que, imaginez, je commence un truc, je le laisse en whip, je vais donner 4 jours de formation. Bon, le whip, là, il prend 4 jours. Hein. On l'a dit, spécialiste, machin, gna, personne ne va reprendre. Et si, en plus, moi qui suis en formation, je fais partie des bus factors, là, vous faites x2 encore sur le whip. Donc, dans notre équipe, effectivement, ces 3 trucs-là nous pourrissent la vie sur les choses qui sont en cours et qui sont presque finies. Il y a un autre truc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de framework. On ne suit pas de framework. L'équipe est auto-organisée, au sens littéral. Lorsqu'on observe un dysfonctionnement ou un process qu'on peut optimiser, on le fait. L'essence de l'agilité, ne pas continuer à faire des choses qui ne marchent pas. Détail important, on n'a pas de Scrum Master ou de facilitateur, team leader, je ne sais pas comment ça s'appelle chez Orange.
En gros, quelqu'un qui est responsable du cadre. On part donc du principe que tout le monde comprend pourquoi on va créer un nouveau process et donc va l'appliquer. Vous me voyez venir? L'être humain déteste les règles. Être contraint, ça nous saoule. Même si c'est lui-même qui a posé ces règles. Ça devient balèze. Ça, c'est notre definition of done. Franchement, rien d'incroyable. Les tests passent, on a logué ce qu'il faut, quelqu'un a vérifié l'US, etc., etc. Vraiment, rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est le workshop qui a été fait pour la définir. Demandé par l'équipe, préparé par l'équipe, mené par l'équipe. Ça aboutit à la definition of done. Ça, c'est la date de ce workshop. 21 janvier 2022. Ça, c'est la date de la première US qui a parfaitement suivi les règles du flux pour la definition of done. Sans demander au PO, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas passer l'US dans la colonne tout test là? Parce que le PO il est un peu sadique et qu'il en a eu marre de passer après les gens et il a fait en sorte que quand tout n'est pas coché, on ne puisse pas passer en tout test. Parce que j'ai pas autre chose à foutre que de tester des trucs qui ne sont pas prêts. Le problème ici, c'est que à contourner les process, on casse le flux. Et si les process ils ont été posés, c'est parce qu'on a observé un problème dans le flux. On ne s'est pas amusé à mettre des process pour mettre des process. Parce qu'ils disaient les nôtres. On n'a pas d'obligation avec un framework, on n'a pas de framework. On fait ce qu'on veut. Mais le problème, il existe toujours. Il était géré par ce process. Si vous faites sauter le process, vous faites réapparaître le problème. Et quand on perd en fluidité, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en 1000, on crée du stock, du WIP. Si je reprends l'exemple de la definition of done, l'US skipping n'a pas été fait. Donc un développeur n'a pas pris l'US, quelqu'un d'autre que celui qui a créé le code, pour la tester et vérifier que tout marche fonctionnellement. On l'envoie à tout test. 1 heure, 2 heures, un jour après, je la récupère. Je teste. Au bout de 5 minutes, il n'y a rien qui marche. Le cas nominal ne passe pas. Moi, je la renvoie en work in progress. Sauf que Michel, il avait déjà commencé autre chose. Encore plus sur le WIP. Ce process de definition of done nous permettait de mieux gérer notre WIP. Le fait de ne pas le respecter nous ramène à notre problématique initiale. Et quand on veut vraiment sortir du syndrome « j'ai presque fini », on observe que c'est à la fois du travail sur soi, en aidant les autres, sur ces fameux biais cognitifs dont je vous parlais au début, mais c'est aussi du travail en tant qu'équipe. Et si je devais résumer un peu nos principaux apprentissages, je dirais que optimiser le système, pas la production individuelle, j'ai beau le savoir, ça reste toujours aussi dur à faire. Inviter les gens en dehors de leur zone d'expertise, de leur zone de spécialiste et aussi de leur zone de confort, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est la même. Et enfin, si une règle n'a pas de sens, virez-la. Vraiment. Hein. On a tous posé des process qui, un jour, n'ont plus lieu d'être. Il faut les dégager. Par contre, si elle a toujours du sens, respectez-la. C'est con à dire, mais si on veut un système fluide, si on veut un flux qui marche, ça demande énormément de rigueur. Et le fait de passer outre la rigueur, au début on se dit ouais, ça sera plus sympa. On va travailler un peu en mode YOLO. Ça fait suer tout le monde. Ça avance à rien. On n'obtient pas de résultat. Et au final, on va remettre d'autres process alors que c'était les mêmes causes. 2 petits bouquins qui sont en lien avec tout ça. Le premier, il est archi connu, Le but en français. J'ai vraiment adoré sur la théorie des contraintes. Je m'y réfère encore beaucoup.
Et le deuxième, dont est issue l'anecdote sur la NASA, un Team of Teams assez intéressant sur la manière dont les armées américaines se sont réorganisées et ont arrêté le côté top-down de malade au moment des guerres contre l'État islamique, etc., qui n'étaient pas du tout organisés comme ça. Et ils se sont pris des grosses dérouillées à cause de l'organisation, pas à cause des soldats. Les soldats étaient des soldats d'élite, bien meilleurs, etc. Et ils prenaient des dérouillés du futur juste parce que leur organisation n'était pas capable de s'adapter à ce qu'il y avait en face. Ce bouquin, il est là-dessus et il est franchement intéressant. J'arrive au bout de cette double conf. Merci encore pour l'invitation. C'était chouette, ça m'a permis de dérouler pour la première fois la deuxième partie. N'hésitez pas à me faire du feedback là-dessus, je suis preneur. Et puis, bonne app à ceux qui n'ont pas mangé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question sur les règles, justement. Alors, pas de chance, c'était le dernier point, du coup, autant parler. Et ce que je me demandais, c'est que s'il n'y a pas plusieurs catégories de règles, s'il n'y a pas une importance de garder, alors, je vais essayer de faire une question qui soit facile. Est-ce qu'il n'y a pas des règles qui permettent de définir, un peu comme la Constitution, des règles qui vont permettre, qui vont être stables dans le temps et qui vont permettre à l'équipe de remettre en cause les règles? Parce que c'est ça, un des secrets, c'est d'adapter au contexte du projet les règles qui restent pertinentes. Début de projet, maintenance, fin de vie, on sent bien. Mais par contre, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une certaine constance de certaines règles pour éviter les luttes fratricides au moment des rétros, par exemple? Je suis assez en phase. Et je pense que c'est top au début de se fixer vraiment le cadre minimum dans lequel on a envie d'évoluer. Typiquement, nous, un des aspects fondateurs, je l'ai suffisamment rabâché, c'est le côté WIP. On ne doit pas mettre en place de nouvelles règles qui vont aller contre ça. C'est interdit. Si ton objectif, c'est de livrer le plus fréquemment possible de la valeur en production, pareil. Tu vois, et je pense qu'il y a quelques règles fondamentales qui doivent être édictées et qui doivent être stables, parce que sinon, c'est hyper compliqué pour tout le monde. Et que derrière, oui, tu peux faire bouger entre guillemets, des détails pour aller vers ces trucs-là, mais que ceux-là, ils doivent rester immuables. Je suis assez en phase avec ça. Et par contre, il ne doit pas y en avoir 50. Parce que, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu as parlé de loi de Conway tout à l'heure. Comment ça se passe à l'extérieur de votre équipe dans l'entreprise, là, sur le fait que vous soyez agile à votre manière? C'est une bonne question parce que bioMérieux, on fait du médical. Alors le médical, en termes de cadre, contraintes, réglementaires, etc., on est pas mal. Moi, j'ai de la chance, je fais pas du pharma ou du clinique parce que là, c'est assez énervé en termes de cadre. Je suis dans la partie industrie, dans le food. Mais on a clairement créé une sorte de spin-off à la boîte dans cette équipe produit où notre façon de travailler n'est pas alignée avec le reste du monde. C'est assumé. C'est aussi un laboratoire. Donc on a aussi dans notre rôle le devoir d'aller communiquer et exporter ce qu'on fait en termes de méthodo au reste de l'orga. Donc tu vois, c'est plus en mode laboratoire et obligé de se confronter au reste de l'orga. Mais clairement, dès qu'on a des points où ça se touche, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour aller demander l'accès au SSO de la boîte, faut écrire des formulaires, faire des réunions, des machins, alors qu'il y a 3 lignes de code. Voilà, ça m'agace. Alors, et j'en ai une deuxième. Tu as parlé de proximité forte là, pour la partie équipe. Tu penses quoi de ce qui se passe dans d'autres boîtes qui fonctionnent en full remote, en total asynchrone, des gros produits qu'on connaît tous, hein, Elastic, GitHub, etc. En fait, je pense que c'est un paradigme et qu'il faut que tu recrutes des gens qui savent travailler comme ça. Et que c'est pas natif. J'en suis intimement persuadé.
Quand je vois, chez nous, ce travail asynchrone, là, où ça se passe par échange de merge request, etc., je commente, machin, sauf qu'en fait, l'autre, il est sur un autre time zone, donc c'est bloqué. Le lendemain, il va refaire un commentaire, mais l'autre était sur une autre US, donc c'est bloqué. Non, mais les US, en fait, elles sont finies, mais la merge request, ça va mettre 4 jours, quoi. Et moi, ça me frustre énormément. Je me dis, mais putain, je mettrais les 2 développeurs à discuter là, dans 1 heure, ce serait fini. Donc, c'est mon ADN. En revanche, je pense que si tu poses le paradigme, on est remote first, on est asynchrone, on travaille partout, du coup, tu vas construire la manière dont tu travailles en fonction de ça. Ce qui n'a pas été notre cas, en fait. Nous, j'ai repris une ancienne équipe qui a vachement évolué, mais qui était colocalisée. Donc, ils ont créé leur cadre de travail avec ce paradigme-là. Et quand tu rajoutes le remote ou le time zone ou tout ça, eh ben, ça ne marche pas parce qu'en en fait, on est parti sur un paradigme colocalisé et on y a ajouté l'asynchronisme. Donc, l'hybride, je ne suis pas chaud, moi. Ça n'empêche pas de faire du télétravail, etc. Voilà, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai une question là. Tout à l'heure, tu as parlé de la façon dont on devrait être capable de tout se dire à l'intérieur d'une équipe. Et ça, c'est super en théorie. Mais culturellement, on est quand même assez attaché au code qu'on produit, à tort, hein, sans doute. Et comme tu es arrivé dans une boîte relativement récemment, je me demandais comment tu avais fait pour mettre ça en place et si tu avais rencontré des freins. Ouais. En plus, en tant que PO, j'ai commencé par couper des features. Ça fait 2 mois que tu bosses là-dessus, ouais, on arrête. Ça s'est pas très bien passé, ça. Bah ouais, il y avait de l'ego, il y avait l'attachement au truc, c'était hyper complexe, le machin. C'était une usine à gaz d'une complexité sans faille. Et voilà, moi j'ai des choix à faire en termes de priorisation, c'est mon taf. Mais quand tu annonces au développeur qui a mis ses tripes, son sang et sa sueur que en fait ce truc-là je vais le jeter, ça se passe pas forcément très bien. De la même manière, on a des soucis chez nous d'over-engineering. Des gros spécialistes d'une techno qui ont exploité la techno jusqu'au bout, vraiment truc balèze, mais qui font que les autres peuvent pas aller dessus. Le ticket d'entrée, il est trop cher. Et ben ça, c'est pas bon. Moi, j'estime que c'est pas bon. Et aller remettre ça en cause, c'est compliqué. Parce que là, c'est pareil. C'est des gens qui ont passé des heures et des heures à bosser un framework, qui sont devenus des experts, et tu es en train de leur dire que ce qu'ils font, ça te saoule. Alors que c'est leur fierté d'être arrivé à faire ça. Et bien là, je vois, justement, pour répondre à ta question, que l'équipe, elle est jeune. Elle est trop jeune. Je ne peux pas encore me permettre de dire, vas-y, tu saoules. C'est bien beau ce que tu as fait là, c'est beau. Hein. Franchement, tu en feras une conf. Mais là, dans le projet, ça saoule. Parce que personne à part toi peut l'utiliser. Je peux pas dire ça. Je sais que je le perds, le gars. Il va partir et je vais mettre des semaines à le récupérer. Donc, on n'a pas encore atteint ce niveau où je me permets de dire ça. C'est en construction. Encore une question pour David, non? Bon, merci David, Merci à vous. et on peut se rejoindre dans le hall pour discuter en mangeant un sandwich.